Je voulais vous parler de la naissance de l'hospitalité dans la langue. En effet, dans nos consultations transculturelles, rien n'aurait pu être possible sans la présence des interprètes. Donc c'est un chantier maintenant qui est ancien, puisqu'il a désormais plus de 30 ans, et pourtant il soulève encore d'énormes questions. Rappelons qu'à Bordeaux, à Paris comme ailleurs, pas de consultation transculturelle sans la présence des interprètes. Or, la position de l'interprète est encore très conflictuelle et pose beaucoup de questions car il relève parfois du mystère. Je voudrais d'abord expliquer ce que c'est que l'hospitalité dans la langue. La formule pour moi vient au départ de Ricoeur qui a parlé de l'hospitalité langagière. Il a fait un très beau texte où il parle de la traduction d'une façon très optimiste, puisque, dit-il, la traduction repose sur le désir du traducteur. Il fait de la traduction un travail au sens psychanalytique du terme. Et aussi, il dit qu'il y a beaucoup de polyglottes dans le monde. Il parle des voyageurs, des explorateurs, des diplomates, mais il ne parle pas d'autres situations beaucoup plus difficiles à envisager, telles que la colonisation, les invasions militaires, les interrogatoires policiers. Je vous propose ainsi, pour prolonger le propos de Ricoeur, de faire une espèce d'archéologie de l'interprète, mais vue maintenant par la littérature. En effet, comment penser la position difficile de l'interprète sans explorer, je dirais, le contexte où il va évoluer. C'est-à-dire pas seulement le contenu de ce qu'il a interprété, mais le contexte. Et nous avons dans ce sens un héritage colonial et post-colonial. À titre de la littérature, je voudrais d'abord évoquer l'interprétariat dans la situation coloniale. L'interprète, dans l'Afrique de l'Ouest par exemple, avait une fonction sociale extrêmement importante. C'est lui finalement qui assurait la paix sociale. C'était déjà un personnage ambigu, qui était très respecté et en même temps qui était très jalousé, qui était admiré et qui était raillé. Il y a un très bon roman que je vous recommande bien sûr de Nkrumah qui s'appelle Monnaie, outrage et défi, où l'on voit bien comment l'interprète tirailleur va rouler dans la farine Djigui pour mieux faire advenir la colonisation. Il y a donc tout un jeu de l'interprète qui va assurer évidemment la paix sociale, mais qui va être aussi porteur d'une grande violence. Le deuxième exemple est celui de la créolité avec Chamoiseau, qui va nous montrer dans toute sa littérature ce que c'est que la diglossie. Le premier interprète finalement, dans la situation aussi coloniale, est l'instituteur. Et dans la situation postcoloniale également. Et Chamoiseau va nous expliquer comment il va passer du créole, donc qui est sa langue maternelle, au français. Et dans ce passage-là, il y aura un effet de minorisation, je dirais, du créole, et c'est là la diglossie, c'est un rapport inégal de force qui est lié à l'histoire. Le créole va perdre sa qualité de langue pour devenir un parler petit nègre, et donc toute situation où l'écolier sera pris en flagrant délit de parler sa langue, il sera remis à sa place vertement et même par la coercition physique. Il reviendra donc aux écrivains, et notamment Chamoiseau, de remettre à l'honneur le créole dans sa musicalité, mais aussi dans ses mots. Le troisième roman est celui de Shumona Sina qui s'appelle « Assommons les pauvres ». Il vient d'une interprète qui a été traductrice à l'OFPRA et je dirais que son livre ressemble à un passage à l'acte puisqu'elle raconte comment l'interprète peut être témoin des distorsions que les protagonistes font
pour, d'un côté, essayer de faire passer le récit, celui du demandeur d'asile, dans un récit appauvri, et dans celui de l'officier, d'être un détecteur de mensonges au lieu d'écouter le récit de l'interprète. Alors, bien sûr, tous ces exemples montrent que dans la traduction, il y a un rapport à l'autre, mais aussi un rapport à la langue de l'autre. Que se passe-t-il dans nos consultations ? Dans nos consultations, il y a bien sûr une dimension de médiation. Il n'y a pas d'interprétariat sans médiation. Mais on ne peut pas demander à l'interprète d'être le seul médiateur de la relation. C'est lui faire poser un poids, je dirais, beaucoup trop lourd. Et en plus, un autre risque qui est de faire du médiateur un informateur au sens anthropologique du terme. Je reviendrai sur une anthropologue, Anne Doquet, qui a critiqué cette fonction d'informateur. Alors, c'était aussi lors de la colonisation, notamment comment les informateurs des pays dogons finalement donnaient aux anthropologues, alors qu'ils étaient choisis par eux, une vision homogène de la société, ce qui a finalement produit une fiction du pays dogon. Alors, ainsi, nos consultations ne sont possibles que si le professionnel fait acte d'hospitalité dans sa langue. D'abord, en accueillant bien l'interprète, en lui laissant finalement un peu de son pouvoir, en ayant renoncé à la toute-puissance, à la toute-maîtrise de la relation. Il acceptera d'être dans une situation que Glissant appelle le tout-monde, c'est-à-dire une hospitalité dans sa langue de toutes les langues possibles. Et c'est ainsi que accueillir les migrants allophones dans nos institutions, c'est leur offrir une reconnaissance par l'hospitalité dans les langues. C'est donc restituer à nos institutions leur capacité d'hospitalité et faire la place à un nouveau personnage, aussi un nouveau métier, qui est l'interprète, qui saura donc accueillir les mots, les tordre et les présenter comme un objet extrêmement précieux pour les soignants que nous sommes.